Vous savez que l'autre jour, il y a 3 jours, Philippe il a sorti l'histoire de liberté, égalité, fraternité. Et qu'est-ce que vous pensez de cette formule, Jean-Paul? Est-ce que c'est applicable cette formule, cette Si devise? j'avais bien compris, c'était pris à l'envers, parce que normalement, pour avoir la liberté, il faut l'égalité, pour avoir l'égalité, il faut la fraternité. Donc, normalement, ça devrait être fraternité, égalité, liberté. Ça devrait être... Oui, non, mais à part ça, je vais vous poser une question. Je ne sais pas si vous savez qu'une de mes méthodologies, c'est de dire à qui ça s'adresse. Hein, prenez un truc, mais ça s'adresse à qui? Ah, le peuple. Au peuple. Alors, par exemple, La devise de la République. Hein. quand un peuple élit un président, c'est de l'égalité? Oui, mais en principe, puisqu'ils sont tous égaux, il n'y a plus d'ordre. Donc, non, donc on ne peut pas élire un président au nom de l'égalité. Il y a déjà une entourloupe. Non, mais normalement, si c'est le principe d'égalité, on ne va pas choisir qu'un chef. Il y a une égalité, mais la République, c'est une démocratie représentative, donc il faut des représentants. Non, mais ça, c'est pas. Non, mais je parle de la formule elle-même. Ouais. Bon, alors, je vais vous poser la question. Donc, finalement, c'est une formule qui vaut pour qui? Pour quelle catégorie de population elle vaut? Pour ceux qui dirigent, on va dire. Alors. Mais non, c'est le contraire. Pour le peuple. Voilà. C'est une formule qui, pour les gens d'en bas, ouais, il faut l'égalité. Voilà. Mais ça n'est pas valable pour les gens d'en haut. C'est-à-dire que c'est une philosophie qui est applicable aux gens qui sont, par exemple, comme vous disiez l'autre jour, qui ont un salaire, qui ont un truc comme ça, on va leur donner l'égalité. Mais ce n'est pas... C'est une apparence, en fait, ça que vous voulez dire? Non, c'est simplement que ça correspond à un groupe. D'accord, en fait, c'est différents groupes dont l'égalité est dans un groupe, mais pas dans les autres. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis... L'inégalité dans les groupes. Non, je dis que pour les gens d'en bas, c'est bon de dire qu'il y a l'égalité. Ouais. Mais ça ne vaut que pour ces gens-là. Autrement dit, la devise, elle vaut pour le peuple. Mais elle ne vaut pas pour les gens qui ne sont pas du peuple. Donc il faut la circonscrire, vous voyez ce que je veux dire? Il faut la circonscrire, c'est-à-dire qu'il faut toujours se demander, cette devise, elle est bonne dans quel cas? Elle marche dans quel cas? Et à ce moment-là, vous répondez, ça marche pour les gens qui ont un petit travail, et puis on leur dit, voilà, vous devez être égaux, etc. Mais dès qu'on parle de la question des classes supérieures et de l'élection, etc., cette devise, elle ne fonctionne pas. Elle est contradictoire. Et justement, par exemple, si on prend la démocratie athénienne, par exemple, vous qui connaissez bien l'histoire de l'Antiquité, comment fonctionne la société athénienne? C'était les citoyens qui étaient égaux, mais il y avait des personnes qui n'étaient pas citoyens. Déjà, il n'y avait pas les femmes, je crois, il n'y avait pas de métèques, il n'y avait pas de... Voilà, donc ça valait pour une catégorie. Ça valait pour une catégorie. De même qu'à la limite, quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, il y a des gens qui disent que ça vaut que pour les juifs, par exemple. Donc ça vaut que pour le groupe en question. Ah, chez les juifs, peut-être, oui. Non, mais je veux dire qu'on peut toujours se demander à qui ça s'adresse, pour qui ça vaut. Il ne faut pas croire que c'est universel. C'est un groupe, ça marche pour un certain groupe. Voilà. Mais on l'a dit, par exemple, il y a des formules qui s'adressent au peuple hébreu, qui valent pour le peuple hébreu et qui ne valent pas forcément pour les autres peuples. Hein? Bon. Alors, deuxième question. Le peuple, justement, le peuple. Est-ce qu'il y a plusieurs définitions du peuple? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion quand on emploie le mot peuple? À l'origine, le peuple, c'était une communauté de... Par exemple, Macron, est-ce qu'il appartient au peuple? Il fait partie du peuple français. Voilà, mais c'est pas le peuple. Oui, dans un certain sens, mais le peuple, à l'origine, c'est une communauté de sang, des gens qui ont eu des points en commun au niveau du sang, d'origine, plus ou moins étendue. C'est ça un peuple, par exemple le peuple des Athéniens, justement, le peuple de ceci, le peuple de cela. Oui. Mais le peuple, après, dans les conceptions républicaines, c'est agrégé des gens tout à fait autres. C'est plus une communauté d'esprit, une communauté une communauté d'esprit plus qu'une communauté d'origine. Donc ça change, c'est ça le jacobinisme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on emploie l'expression
populisme, etc., en fin de compte, ça renvoie au peuple d'en bas, en fait. Ah bah, le populisme, c'est celui qui sait parler justement au peuple, au grand nombre. Oui, non mais je veux dire que le peuple, c'est aussi le bas peuple, c'est-à-dire que c'est les gens Oui, d'en le grand bas. nombre. Donc les gens qui sont dans l'élite, ils font pas partie vraiment du peuple. Ouais, ceux qui sont dans l'élite, oui, c'est ouais, Ils font partie du peuple dans un autre sens. C'est-à-dire qu'ils font partie de l'élite, ils font partie de la nation, si vous voulez. Ça ferait aussi, il y a un problème de linguistique, de langage. Ça y est, vous avez fini? ouais. S'il y a un problème de terminologie, l'élite française, est-ce qu'elle représente le peuple? Est-ce qu'elle constitue le peuple? Ou est-ce que c'est une autre catégorie qui est englobée? Comment il faudrait parler pour englober l'ensemble des gens qui vivent en France, toutes catégories confondues, par exemple? Est-ce qu'on peut employer le mot peuple ou est-ce qu'il faut employer d'autres expressions? Au sens large, ils font tous partie du peuple, mais au sens plus restreint, non. Non, mais on pourrait peut-être employer d'autres expressions, puisqu'elles prêtent à confusion. Pour parler de l'élite. Non, l'ensemble. À l'ensemble. La communauté générale, la communauté. Oui. Bon, ou la nation, ou le pays, enfin bon. La nation, ça vient aussi de communauté de sang, Nascor. Oui, oui, ça, voilà. C'est synonyme. Hein. Donc il y a une ambiguïté à ce niveau-là. On a dit tout à l'heure à propos de égalité-fraternité, on ne sait pas très bien qui est visé par ces formules, et qui est le peuple, qui est dans l'égalité, et ça crée beaucoup de confusion. Bon, je continue. Discussion. Alors après on abordera un sujet plus important. Est-ce que l'argent, est-ce que la richesse est un critère, jusqu'à quel point c'est un critère de réussite, ou est-ce qu'il y a d'autres critères de réussite? Ah bah, dans notre société, la richesse, c'est ce qui est le plus important, parce que tout le monde veut la richesse. Ah bon, vous avez cette vision des choses? Ah, c'est ce que même ils veulent, la richesse et la gloire, avant même d'avoir quelque chose. Maintenant. Avant, il fallait faire quelque chose. Maintenant, ils ont la gloire et la richesse avant de faire quelque chose avec la télé-réalité. Non, mais parmi les gens qui sont au pouvoir, tout le monde n'a pas le même niveau de richesse, de toute façon. Bien sûr. Donc, on peut très bien vivre avec peu de moyens et avoir un grand pouvoir. C'est pas lié. On peut avoir beaucoup de moyens et n'avoir aucun pouvoir. Donc c'est le secteur public, enfin je veux dire c'est l'influence de quelqu'un, par exemple je sais pas. Ceux qui ont un peu de pouvoir, ils sont quand même pas complètement pauvres. Oui non mais d'accord, mais enfin ils sont pas, c'est pas le critère absolu. Donc finalement, est-ce que les gens ont le droit de vivre comme ils l'entendent? Donc si quelqu'un n'a pas beaucoup de dépenses, il n'a pas beaucoup de dépenses. Donc ça ne remet pas en question son pouvoir. Ah non, ça ne remet pas en pouvoir. Donc c'est la différence entre les... Non mais je veux dire que dans une société, les gens ont le droit de vivre comme ils l'entendent. Donc il y a des gens qui ont besoin de dépenser beaucoup d'argent, et des gens qui n'ont pas besoin. Mais ça n'a rien à voir avec leur pouvoir intellectuel, politique, etc. Mais bon, d'accord, bon, je continue. Alors, on a amorcé une discussion tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, sur l'opposition entre psychologie et sociologie. Est-ce qu'à votre avis, actuellement, on est plus dans la sociologie que dans la psychologie, quand on analyse les situations, les événements? Psychologie ou sociologie? Pour résumer, la sociologie, elle nous parle de notre environnement, notre entourage, notre éducation, et la psychologie, elle nous parle de ce qu'on a dans la tête. On est plus dans la sociologie, je pense. Oui, et on a du mal à on a du mal à appréhender les gens au niveau psychologique parce que c'est pas évident. Quand on voit quelqu'un, on le voit au niveau sociologique, C'est sûr que parce qu'au niveau psychologique, il faut être en interférence avec la personne, il faut lui parler directement. Il faut parler à toutes les personnes, tandis qu'au niveau sociologique, c'est les faits sociaux qu'on analyse. C'est facile. Pas besoin c'est des faits sociaux. Donc, Oui, mais enfin, comment est-ce qu'on peut appréhender la psychologie de quelqu'un, le niveau intellectuel de quelqu'un?
il faut quand même lui poser des questions, il faut quand même voir des petits tests, des choses comme ça. Bon, poser des questions, ça c'est sa Au moins, il faut un culture. minimum il faut être en relation avec lui. Tandis que la Oui. sociologie, c'est plus des études générales. Oui, mais certains vous diront, bah oui, mais c'est le milieu de la personne qui lui a permis de développer une capacité de discussion, etc. Oui, non, mais à Donc, partir alors du quelle est la part de l'influence du milieu et quelle est la part des capacités héréditaires, par exemple Par exemple, on a parlé tout à l'heure, on n'était pas là, des femmes. Bon, bah, les femmes, collectivement, sociologiquement, euh, euh, bon, on voit bien qu'il y a un plafond. Il y a un plafond. On en parle pas. Combien de femmes vous connaissez parmi les grands metteurs en scène de cinéma ou parmi les grands, etc. Donc finalement, au niveau des conditions extérieures, c'est le même problème, c'est le même environnement. Donc ce qui fait la différence, c'est le psychisme. Ouais. Si vous voyez des gens qui vivent dans la même société, qui ont subi à peu près la même éducation et qui n'arrivent pas au même résultat, c'est qu'il y a un élément supplémentaire qui manque, qui joue son rôle. Et il y a un déficit, par exemple. Alors, poser une autre question qu'on a abordée l'autre jour. Quand vous prenez, par exemple, la situation actuelle des Gilets jaunes, par exemple, est-ce que cette situation, elle est d'ordre sociologique ou psychologique? C'est d'ordre sociologique, mais il y a un déclencheur psychologique, hein, je pense. Non, mais je veux dire, non, c'est une question piège. Qu'est-ce qui a fait que ça se soit déclenché maintenant? Ce qui a fait que ça soit déclenché maintenant. Et pas il y a 6 mois, il y a 1 an. Est-ce que les conditions n'étaient pas les mêmes? Donc quel est l'inconnu, quel est le facteur qui a changé? Est-ce que c'est un facteur sociologique ou psychologique? Mais en prenant le mot psychologique dans un sens très très large. Hein. C'est les réseaux sociaux qui ont permis ça. Les réseaux sociaux et pourquoi les réseaux sociaux ne fonctionnaient pas il y a 1 an? Si, ils fonctionnaient il y a 1 an, mais ça n'avait pas été encore mis en... là, ils se sont tous... Là, il y a eu un mot d'ordre autour des gilets jaunes, parce qu'ils ont des gilets jaunes dans les voitures. Et comme la montée des taxes, ça les a beaucoup touchés. Là, apparemment, ils ont réussi à faire un boule de neige et puis ils se sont réunis auprès des ronds-points. C'est quelque chose que tout le monde peut faire à côté de chez soi. Donc le mot d'ordre qui a été donné, cette analyse psychologique de ceux qui ont donné les mots d'ordre, a bien déclenché cette mise en mouvement des groupes. Parce que le gilet jaune, le rassemblement près de chez soi, le blocage, tout ça, ça marche bien. Les gens étaient prêts à le faire. Sans se rendre compte que peut-être ils allaient avoir des problèmes, certains sont morts, hein, il y a eu des blessés, mais au début, c'est vrai que c'est assez facile à faire. Est-ce que vous avez entendu dire que les maires sont en crise actuellement? Les maires, M-A-I-R-E-S. Oui, les maires. Oui, ils veulent plus se représenter. Oui, donc ça, c'est pas un facteur sans intérêt. Oui, ben, ça, c'est autre chose encore. Pourquoi est-ce que les maires sont en crise, à votre avis? Parce que maintenant, ils n'ont plus les moyens de payer. On leur fait reposer sur les communes des charges qu'il n'y avait pas avant. Avant, c'était pris en compte par l'État, ou l'État se décharge sur les communes, entre autres de certaines choses, peut-être d'autres choses aussi. Je crois que c'est ça, non? Non, après quoi? Si, mais c'est l'explication classique. L'explication classique. Mais c'est pas une explication satisfaisante parce que ça n'explique pas pourquoi maintenant et pas avant. Je veux dire, bon. Parce que c'est ces réformes de Macron qui commencent à prendre effet parce qu'avant, c'est lui qui a fait ces réformes-là. Oui. Avant, c'était chaud, mais bon. Donc il y a un paramètre que vous ne voulez absolument pas considérer, c'est le paramètre des lois psychologiques. Parce que vous ne connaissez pas, les lois psychologiques. Bah oui, vous ne connaissez pas. Vous connaissez un certain nombre de lois sociologiques, mais vous ne connaissez pas les lois psychologiques. Les lois qui peuvent affecter le psychisme des gens, de l'intérieur. Je ne sais pas ce que je vais dire. Et c'est quoi alors? C'est quoi ces lois alors? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un rapport avec l'astrologie. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui font que les gens passent par des phases. Et ces phases ne dépendent pas de ce qui se passe à l'extérieur. On prend un exemple idiot.
Est-ce que parce qu'il fait nuit à telle heure, c'est pour des raisons, parce que quelqu'un a dit un truc qu'il fallait pas dire, ou je sais pas quoi. Est-ce que quand il fait chaud en été, Ouais, c'est des nécessités. oui, donc vous voyez bien qu'il y a, on ne peut pas toujours, il y a des choses qui ont lieu et qui s'expliquent pas parce que les gens ont dit ceci ou cela. Hein, voilà, donc voilà un exemple de fausse explication. Vous savez que par exemple chez les Mayas, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ils faisaient parfois des sacrifices humains pour s'assurer que l'année allait revenir, un truc comme ça. Comment? Que l'année reviendrait, que le cycle des années oui. se referait. Donc c'est pour vous dire que quand on ignore certaines lois, eh bien on s'imagine qu'il faut avoir un certain comportement pour que les choses arrivent. Ou n'arrivent pas. Par exemple, je sais pas, la danse de la pluie ou je sais pas n'importe quoi. La météorologie, par exemple, ça a modifié notre perception du temps. Parce que maintenant, on comprend pourquoi les choses sont comme ceci ou comme cela. Et c'est pas uniquement parce que je sais pas quoi. Donc le point aveugle dans votre propos, Jean-Paul, c'est que l'idée que les gens puissent changer de fonctionnement sans que ce soit lié à l'environnement extérieur, ça n'existe pas dans votre schéma mental. On vous l'a pas mis ça dans la tête, c'est un truc qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit forcément un truc extérieur qui a déclenché le comportement intérieur, et pas le comportement intérieur qui déclenche un processus extérieur. C'est ça la situation. Il y a une des personnes qui l'a passé aux autres après, qui a fait boule de neige avec les autres. Mais on n'est pas en train de parler de situations individuelles. Il y a des lois les lois en question, elles ne se situent pas sur le plan individuel. C'est toute une population qui est concernée par ça. Et c'est pour ça que, bon, par exemple, si les maires ont un problème, alors si on reprend la discussion autrement, à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils ont un problème, les maires? Pourquoi ils ne se sentent pas à la hauteur? Parce que ils sont dans un passage à vide. Oui, ils sont dans un passage à vide, c'est-à-dire qu'ils sont, pas uniquement les maires, mais cette catégorie de personnes qui sont là pour faire l'interface, pour être près du peuple, etc., ils sont dans un passage à vide. Donc s'ils sont dans un passage vide, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une population qui a une fonction particulière et qui ne peut plus l'assurer? Ça va créer du désordre. Voilà. Alors vous allez dire, ah non, c'est parce qu'il y a du désordre que les maires ont des problèmes, et vous n'allez pas dire dans votre mode de raisonnement, c'est parce que les maires ont des problèmes que ça crée du désordre. Et c'est ça le changement de paradigme, voyez-vous, mon cher Jean-Paul. Il faut inverser les données. Il ne faut pas mettre les effets pour les causes. Il faut dire, par exemple, que actuellement, il y a, c'est pas la faute de qui que ce soit à la limite, hein. Actuellement, il y a un processus qui fait que les gens qui sont censés jouer un rôle d'intermédiaire entre le haut et le bas de la société, ils sont pas opérationnels. Alors, comme ils ne sont pas opérationnels, ça crée du dysfonctionnement. Vous comprenez? C'est ça le nouveau paradigme. C'est pour ça que je dis, j'ai employé le mot psychologie, parce que finalement ce sont des lois psychologiques. Mais des lois psychologiques, ça ne veut pas dire individuelles. Ce sont des lois qui concernent une certaine catégorie de personnes. Tout à l'heure on disait qu'une société n'est pas faite d'un seul type de personnes. Ce sont des lois qui, par exemple, pour donner un exemple, il y a un an, là, ces gens-là n'étaient pas encore en crise sur le plan des lois en question. Parce que le cycle n'était pas arrivé à ce stade. Donc ils arrivaient encore à gérer. Donc on va résumer. Il y a trois, c'est un système ternaire, si vous voulez. Il y a les gens ternaires et les gens d'en haut. Par exemple, pourquoi les Gilets jaunes ils reviennent sur Paris, à votre avis? Pourquoi ils montent à Paris? Pourquoi ils s'adressent au président de la République? C'est le chef de l'État. Oui, mais pourquoi ils vont vers lui? Parce que non, parce que les chaînons intermédiaires ne fonctionnent plus. C'est ça l'autre problème, c'est ça le truc. Si le chaînon intermédiaire ne marche plus, on va vers le chaînon au-dessus.
Ouais, ouais, si, parce que demain, ouais. Et quand le chaînon intermédiaire fonctionne, les gens d'au-dessus, on les laisse tranquilles. Même du cirage dans la gueule, ça marche. C'est inimitable. Alors, en termes techniques, on a dit, c'est la dialectique entre Jupiter et Saturne. Saturne, c'est la planète lente, 30 ans. Jupiter, c'est 12 ans. Donc, Saturne concerne les choses qui sont plus en haut que Jupiter. Jupiter, il est plus bas, et donc il est plus proche du peuple. Jupiter, c'est combien de temps? 12 ans. Et l'autre? 29 ans. Il a bu des micros en train de chanter. Donc, il est plus éloigné de la Terre, puisque plus une planète est lente, plus elle est éloignée du Soleil et de la Terre. Et donc, finalement, quand Jupiter... Alors, il y a 3 planètes, si vous voulez. Quand Jupiter est fort, il gère le peuple. Mars, parce qu'il y a 3 planètes. Vous connaissez un peu l'astronomie. Vous savez qu'il y a Mars, Jupiter et Saturne dans le ciel. Donc, Saturne, Mars, c'est 2 ans. Il fait le tour du zodiaque en 2 ans, donc il va 6 fois plus vite que Jupiter. Donc Mars va 6 fois plus vite que Jupiter, et Jupiter va 2 fois et demi plus vite que Saturne. Donc ça correspond à 3 niveaux. Et Vénus va plus vite. Non, mais oui, Vénus c'est 1 an. 9 mois, je crois. Oui, je sais, non, mais je veux dire au niveau géocentrique. En géocentrique, c'est 1 an. Puisque c'est pareil, c'est 1 an. Mais en réalité, sur le plan héliocentrique, Mercure c'est 88 jours, et Vénus, c'est 260 jours, 269 jours. Mais ça, c'est. Bon, ça, on les tient. Ouais, salut. À la prochaine. Au revoir, Oliver. Oui, merci. Ben, lui, il n'est pas. Hein? C'est la victime de Christophe. Christophe l'a raconté des tas de trucs comme ça, le type, il dit pas un mot. Ah ouais, d'accord, ouais. Et puis, il ouvre. Comment? Il connaît pas mal de choses. Oui, mais il dit, mais non, mais là, oui, d'accord, mais je veux dire que quand on lui dit un truc, il n'a aucun esprit critique, il gape, comment on dit, voilà, il prend tout ce qu'on lui dit, voilà, il n'a aucun esprit critique. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un test, j'ai dit, vous connaissez la fameuse parabole sur le type qui cherche sa montre sous un réverbère, et on lui demande pourquoi vous la cherchez là. Ouais. Il répond, ben non, elle n'est pas là, mais c'est là qu'il y a de la lumière. Bon, ben ça c'est un peu la dialectique dont on parle, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens, ils vont s'accrocher à des trucs qu'ils connaissent pour expliquer les choses. Et alors qu'en réalité, c'est pas ça qui explique les choses. Bon, alors donc, il faut retenir cette idée que le chaînon intermédiaire, qui est jupitérien, qui fait la connexion entre Mars et Saturne, il y a des périodes d'1 an, comme ça, régulièrement, où ça marche plus. Et donc à ce moment-là, il faut s'attendre à du désordre. C'est sûr. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On va monter à Paris, on va monter vers la capitale, on va monter vers le chef, puisque capitale ça veut dire le chef. Et voilà. Mais les commentateurs politiques sont incapables d'expliquer les choses comme ça. Ils vont expliquer, comme vous l'avez dit, les gens, tout d'un coup, ils en ont marre de payer, etc. C'est le fameux phénomène, on parle de l'accumulation, voyez-vous. Accumulation des problèmes qui fait que ça explique que, ou bien c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Enfin, il y a toutes sortes d'explications bidons qu'on ressort par ignorance, parce qu'on ne connaît pas, donc qui serait comme important qu'il y ait un certain nombre de lois psychologiques, le cycle psychologique qui soit connu, parce que ça permet à la fois de mieux comprendre ce qui se passe, et aussi de prévoir. Si on sait à l'avance que les gens, les corps intermédiaires vont avoir des problèmes et ne vont pas pouvoir assurer, il faut prendre des mesures nécessaires. Donc le problème, c'est qu'on va constamment faire du sociologique. Par exemple, pour prendre la cas des femmes, on va dire « Ah oui, mais c'est parce qu'on ne les a pas laissées faire ceci ». Au lieu de dire « Elles n'ont pas la capacité ontologique, essentielle de faire les choses », on va l'expliquer par des raisons sociologiques. La sociologie, elle a bon dos. On suffit de dire « Voilà, bon, ben oui ». Alors, encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Quand on en parle de ça, on dit « Ah, mais parce qu'on ne les a pas laissés faire, parce qu'on ne les a pas, etc. etc. » Parce que c'est la seule chose que les gens, le seul argument que les gens connaissent.
Il faut faire bouger ça. Et inversement, bon, par exemple, pour pas vouloir faire publicité pour les juifs, quoique là, Philippe disait tout à l'heure que il y a une grande, parmi les grands joueurs d'échecs, il y a énormément de juifs, par exemple. Alors vous allez dire comment ça s'explique. Alors vous allez tomber sur une explication sociologique ou une explication psychologique. Alors sociologiquement, je sais pas, parce qu'on les a éduqués comme ceci, éduqués comme cela, etc. Ou bien alors c'est héréditaire, c'est génétique, parce que voilà, les gens naissent comme ça. Il y a des gens qui sont nés pour être jupitériens, des gens qui sont nés pour être saturniens, et des gens qui sont nés pour être martiens. Alors normalement, les martiens c'est plutôt les femmes, les saturniens c'est plutôt les juifs, et entre les deux, ben, c'est les hommes non juifs, par exemple. C'est-à-dire les jupitériens. Oui. Et ceux-là, ils ont une position... Bon, ils peuvent pas monter très très haut, mais ils sont plus en phase avec le peuple, ils sont plus à l'écoute du peuple que les saturniens. Qui, eux, ont un cycle long. Oui. Alors la question est de savoir, par contre, si est-ce que Macron est un saturnien ou un jupitérien. C'est ça le problème. Il appelle tous Jupiter. Comment ? Il appelle tous Jupiter. Non mais ça, on va laisser de côté les appellations qu'on lui donne, parce que ça c'est du pipeau, les appellations. Et d'ailleurs c'est une mauvaise connaissance de la mythologie. Parce que Jupiter c'est le fils de Saturne. Donc c'était le vrai roi c'était Saturne. Jupiter c'était son fils. On retrouve d'ailleurs cette notion dans le christianisme. Enfin bon, puisque finalement, le Christ, il a un côté jupitérien au sens qu'on vient de le dire. C'est-à-dire il vient d'en haut, mais il s'adresse aux hommes, il s'adresse à l'humanité. Donc il a un statut intermédiaire, vous voyez ce que je veux dire ? C'est le fils, il est jupitérien. Et l'opposition entre judaïsme et christianisme, c'est un peu l'opposition entre Jupiter et Saturne. C'est-à-dire que le jupitérien, il est plus humain que le saturnien. Il est plus proche des gens, il est plus à l'écoute des gens, il sait gérer les problèmes des gens. Et quand il n'est pas là, ben ça foire. On change de sujet, ça va Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'exogamie ? L'exogamie ? Oui. Qu'est-ce que ça révèle, l'exogamie ? Comme réalité historique, sociologique, psychologique, etc. Ça veut dire en dehors de son groupe, c'est ça ? L'exogamie, c'est normalement le fait que les femmes, on les envoie en dehors de la famille. On les condamne à être étrangères, en quelque sorte. Parce que l'exogamie, c'est si on prend quelqu'un, on l'envoie dans une famille qui n'est pas la sienne, et puis qu'elle se débrouille avec ça. Oui, quand elle quitte son père pour se marier. Oui, mais donc elle va se débrouiller dans un milieu où elle n'a pas été formée. Qu'est-ce que ça révèle, ça, à votre avis ? Qu'est-ce que ça révèle au niveau de la condition féminine, de ce qu'on attend des femmes, etc. Elle doit suivre son mari, voilà. Non, mais quelles sont les tâches qu'on lui demande d'accomplir ? Des tâches réservées aux femmes. Oui, voilà. Donc c'est des tâches qui ne demandent pas une grande intégration culturelle. Non. Donc on peut effectivement. Donc finalement on leur demande pas grand-chose en fait. On leur demande des choses répétitives, basiques, mais on pourrait pas faire de l'exo. On peut faire beaucoup plus facile d'envoyer une femme s'adapter à un monde étranger. De l'exo-andrie, c'est ça ? Comment ? De l'exo-andrie. Oui, non, pas tout à fait, parce que l'exogamie, c'est, moi, peu importe, c'est le mariage. Bon, alors, à votre avis, est-ce que les hommes, vous connaissez la Bible ? Est-ce que vous avez des exemples où les femmes sont achetées ? Comme un produit, on importe une femme, on l'achète. Oui, il doit y en avoir dans l'Ancien Testament. Oui. Donnez-moi l'exemple, s'il vous plaît. Enfin, Ruth, non, Ruth. Non, mais on peut remonter au patriarche. Ouais, c'est surtout à l'époque, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec les patriarches ?
Je me souviens plus trop, là, ils ont acheté Ah les bon? femmes. Bah, Jacob, qu'est-ce qu'il fait Jacob à votre avis? Il va chercher sa femme. Et qu'est-ce qu'on lui demande pour lui donner sa femme? Il doit verser une certaine. Non, il doit travailler un certain temps. Ah ouais. Ouais. Laban, son cousin, etc., lui dit tu auras cette femme si tu travailles 7 ans pour moi. Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc les femmes sont achetées, en fait. Elles sont achetées. Comme une marchandise, elles sont achetées. Et pour faire des enfants, etc. Enfin, je veux dire, il y avait une pratique biblique de l'achat. Voilà. Et l'exogamie, c'est ça, c'est les familles qui vendent leurs femmes, leurs filles, qui exportent leurs filles. Et d'ailleurs, c'est dans quel milieu il y a le plus d'exportation de femmes? Monde musulman. Non, dans le monde aristocratique. Aristocratique. Mais oui. Qu'est-ce que devient une princesse? Qu'est-ce qui lui arrive? Quelle est la destinée d'une princesse née en Autriche ou en Espagne ou en France? Se marier avec un prince étranger, ouais. Ben oui, ben voilà. Est-ce qu'il l'achète pas? Il l'achète pas. Non mais attendez, ça c'est un problème. Elle est une monnaie d'échange aussi quelque part, enfin peu importe. Mais je veux dire que c'est bien, dans ces milieux-là, on se sert des femmes pour créer des alliances. Ouais. Et généralement, elles ne restent pas dans leur famille. Ils le font aussi au niveau des corporations, ils le faisaient à différents niveaux. Ah oui? Ouais. Dites-moi ça, qu'est-ce que c'est? Et des filles de maître qui sont mariées avec des apprentis qui avaient un certain stade. Ah bon? Oui, bah oui, ça Ah, c'est intéressant, je ne connaissais pas dans ça. tous les domaines, c'est comme ça. Ah oui? Dès qu'il y avait une certaine fortune liée à certaines personnes, à travers les mariages, je sais pas Ah si. oui? Bah oui, c'est partout, ça. Plus ou moins même. Alors, inversement, ce qui brouille les choses, c'est l'histoire de la dot. Alors, parce que la dot, c'est l'inverse. Le père, il paye pour qu'on prenne sa fille. C'est quand même bizarre. Ouais, il y avait plusieurs. C'est contradictoire. Ça brouille un peu les cartes. Par exemple, chez Molière, vous connaissez l'avare, sans dot, etc. Enfin bon. Oui, il y a plusieurs. Alors pourquoi c'est brouillé comme ça? Pourquoi l'idée, on part de l'idée qu'il faut acheter la femme, et après, c'est l'homme qui. C'est la femme qui est. Enfin, je veux dire, on offre de l'argent au mec qui prend la femme. Et si elle n'a pas de dot, on la prend pas. Donc c'est quand même une évolution un peu bizarre, non? Bah c'est ouais, ça, parce que c'est la femme qui va trouver un mari. Non mais comment expliquer ce renversement de situation? Normalement, ce serait plutôt l'homme qui devrait payer pour obtenir la femme. Et là, tout d'un coup, c'est le père qui doit payer pour qu'on épouse sa fille. Ouais, c'était les règles. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on inverse la règle en question? Je sais pas, quand est-ce que c'est inversé? Je sais pas. Non, mais comment vous l'expliqueriez, cette inversion? Qu'est-ce qui aurait pu provoquer cette inversion de la charge de l'achat? Et puis est-ce qu'aujourd'hui c'est comme, enfin je sais pas, la façon dont on, par exemple pour vous, Il y avait plus de femmes que d'hommes, c'est pour ça, non? je pense pas, enfin, non mais moi j'ai pas d'explication, alors vous pouvez dire ce que vous voulez. Ouais, Je pense simplement qu'il y a des règles qui sont inversées, Ouais, qu'il étudier faut, la question pour bien comprendre vous les règles. étudierez à l'occasion, Ouais. mais par exemple, si on prend le cas si on change de sujet légèrement, Trump, comment vous le voyez Trump comme personnage? Le président Trump, vous savez qu'il a encore fait des siennes récemment. Il a décidé de retirer les troupes américaines Ouais, de sûrement Syrie. ils veulent sûrement faire une action sur la Syrie après, donc ils retirent ses troupes déjà pour pas qu'elles soient exposées, puis après ils vont peut-être attaquer ou faire un truc. Ils veulent, les anciennes actions, ils mettent un terme à leurs anciennes actions pour en faire des nouvelles sûrement. Alors, Ah bon? ils retirent leurs troupes parce que il faut que la situation, et là la situation stagne. En retirant leurs troupes, ça fait bouger, ça crée de nouveaux trucs, nouvelles positions, et après les Américains pourront peut-être, selon ce qu'ils ont prévu, s'occuper de la Syrie ou s'occuper de la Russie en même temps que la Syrie. Vraiment, parce que la grande guerre avec les Russes, ils attendent peut-être avoir lieu. Bon. En 2020, après certains. Oui. Mais pour l'instant, ils retirent ses troupes pour. Non, mais qu'est-ce que vous pensez du personnage
le personnage de Trump, Bah, c'est justement un aujourd'hui. WASP, Trump, c'est un WASP, un blanc anglo-saxon protestant qui Non mais, défend les non intérêts mais des... pour revenir à ce qu'on disait sur les maires, apparemment, le type qui est en haut, il fait ce qu'il veut. En fait. Il n'y a pas les gens au milieu, bon, ils sont complètement out. Il fait pas ce qu'il veut quand même. Maintenant, il a perdu La majorité à la Chambre des représentants. voilà. Ça l'a pas empêché de retirer. Ouais, il agit toujours pour l'Amérique first, l'Amérique en premier. Donc, il avait dit qu'il se retirerait même d'Afghanistan. Il retire ses troupes. Il avait dit sûrement pour déstabiliser et faire bouger les lignes. Bon, alors. Bon, je sais pas. Après, faut voir. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que visiblement, puisqu'on est à une période où Jupiter est faible. Visiblement, les Saturniens, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Hein, ils se foutent de ce que l'opinion pense, etc. Le Saturnien, c'est ça, le mec. Le Saturnien, il fait des trucs, mais il n'est pas influencé par l'opinion. Trump, c'est un Saturnien. Ce serait un Saturnien. Ouais. Alors que le Jupitérien, par exemple Macron, on ne sait pas s'il est vraiment Saturnien. Hein. On a l'impression qu'il est trop sensible au mouvement des Gilets jaunes. Il a trop cédé. Et s'il avait été vraiment Saturnien, ça n'aurait pas fonctionné comme ça. Il n'aurait pas fait ça. Non, on en a parlé. C'est-à-dire que le Saturnien, lui, il est plus insensible quelque part. Il est plus autonome, il est plus indépendant. Le Jupitérien, il a des fragilités. Ce qui le rend plus humain, quelque part. Et le Martien? Le Martien, bravo, bonne question. Le Martien, il est dans... Alors justement, on en a parlé. Il est dans les résultats immédiats. Il a un cycle tellement court que, voilà, il veut tout de suite... Il n'y a pas d'autre que ces trois-là, il n'y a pas d'autres... Non, il n'y en a que trois. Non. Mais par contre, Vox Populi, Vox Dei... Vox Populi, Vox Dei, ça veut dire que le peuple... Ça veut dire que le peuple, il faut l'écouter, le peuple. Parce que pour moi, le cosmos, il agit à travers les martiens. C'est-à-dire que le peuple, actuellement, par exemple, le peuple, il a une pensée saturnienne. Par exemple, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il se contente de questions d'impôts, etc.? Non. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont une demande beaucoup plus sophistiquée. Ouais. C'est surprenant même. Ils veulent carrément qu'on change la Constitution, qu'on la révise, qu'on enlève certaines... Gouverner. Comment? Ils veulent gouverner. Non, pas du tout. Influencer, ouais, enfin... Non, ils veulent qu'on réponde, qu'on règle les problèmes. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient capables de le faire. Il faut distinguer entre la demande et... Non, ils interpellent l'État en disant il faut que vous changiez le fonctionnement. Non, ils sont pas. Le peuple, il n'est pas censé gouverner. Le peuple, quand Saturne est fort, il veut du Saturne. Quand Jupiter est fort, il veut du Jupiter. Comme actuellement Jupiter est faible, les Jupitériens sont rejetés, on ne les écoute pas, et ça va tout en haut. Malheureusement, Macron, on n'est pas certain qu'il est saturnien. Parce que finalement, il est monté au pouvoir quand Jupiter était fort, et maintenant que Jupiter est faible, il descend. Donc on peut penser qu'il est en fait jupitérien, c'est-à-dire qu'il n'est pas à la hauteur de la tâche. À la différence, par exemple, de Poutine, ou de Erdogan, ou de Trump, qui ont quand même une trempe un peu plus intéressante, si vous voulez. Et ça renvoie à la question, dans un pays, il y a des pays qui ont la chance d'avoir des Saturniens au pouvoir, et des pays qui n'ont que des Jupitériens. Et donc, quand ils ont un Saturnien au pouvoir, quand Saturne est fort, ils peuvent gérer. Et quand à la place d'un Saturnien, on a un Jupitérien, c'est l'implosion. C'est l'implosion et c'est ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que l'implosion pour vous? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le mot implosion? Un écroulement sur soi. Oui, c'est ça. Quand la société, il manque un élément important dans une structure, ça s'effondre. Oui. Donc c'est le risque d'implosion. Quand le peuple exige quelque chose et que les gens qui sont en place ne sont pas capables de le satisfaire, il y a un risque d'implosion. Et donc là,
Alors, est-ce que vous pensez que la dissolution pourrait être une solution à la situation politique actuelle, Jean-Paul? Je sais pas, on en a pas, je sais pas si vous étiez là quand on en a parlé. Qu'est-ce que vous en pensez de la dissolution? Et qu'est-ce que c'est pour vous la dissolution? S'il dissout l'Assemblée, J'en ai pensé mieux. dans des nouvelles élections législatives. Oui. Et vous avez l'air d'être sceptique. Expliquez-moi pourquoi. Le Front National prendra une grande importance. La droite devra reprendre un peu d'importance et puis peut-être les Gilets jaunes là. Il aura plus de majorité après. Et si on est dans un système de cohabitation, ça va être encore pire. Pourquoi? Cohabitation avec qui? Avec la majorité opposée à la sienne, qui aura pris le dessus. Il y a une cohabitation. Il ne va pas partir pour autant, il va cohabiter jusqu'à la fin. Et bon, après, il reste. C'est en combien les prochaines élections? C'est en 2022. Oui. Ouais, il peut après être élu avec un. On ne sait jamais. Bon, attendez, d'abord, premièrement, on va essayer d'analyser ce que vous dites, monsieur. Le problème, c'est que lui, il a été placé là, enfin, son boulot, c'est quand même de faire certaines réformes impopulaires, et il doit les faire, là, d'ailleurs. Ils vont les faire, parce qu'ils vont tout mettre en chantier. Eux, ils sont là pour passer en force, pour arriver. Il y a des réformes à faire, et eux, ils doivent les faire. On ne peut plus reculer. Eux, ils font toutes les réformes que personne n'a osé faire. Donc, ils doivent avancer. S'ils font ça, ils ne peuvent plus faire de réformes s'ils n'ont pas une majorité. Et là, ils ont une majorité, ils restent comme ça. Et ce qu'il faut juste qu'ils arrivent, c'est à juguler la populace, là. Donc, je pense que acte 6, l'attentat aura peut-être lieu demain, d'après beaucoup qui s'intéressent font beaucoup de prospectives comme vous avec les astres et avec d'autres choses, en interrogeant aussi des unes de journaux, des Rothschild, des machins, plusieurs illuminés, on dit complotistes. D'après eux, demain il y a l'attentat en haut des Champs-Élysées à 18h50. Pour son anniversaire? Après le solstice d'hiver, l'anniversaire de Macron, et demain c'est le fameux attentat, le grand. Il y a le petit qui a eu lieu, il avait prévu, enfin il a eu lieu. Alors déjà on se dit, ils ont déjà trouvé une première. Donc là il y a la deuxième, d'après eux, moi je reste interloqué. Mais oui, d'accord, je vous écoute. Demain 18h50, alors là s'il y a ça, et qu'il y a 200 morts, parce que là c'est une grande envergure. Mais ça serait enclenché par qui cet attentat? Al-Qaïda, Daesh. Donc Daesh, il serait complice de enfin bon. Non, c'est prévu comme ça. C'est prévu. C'est un mot, c'est ce qu'il y a derrière. Après, c'est du faux drapeau, voilà, comme d'habitude, mais ça peut être tout et n'importe quoi, mais sûrement que c'est Daesh qui va revendiquer. D'après eux, il y aurait des tireurs qui vont laisser. D'après eux, bon, d'accord, on vous écoute. Les Champs-Élysées sont bloqués par les CRS et les CRS les empêcheraient de sortir à un moment. Et là, il y aurait des tireurs qui tireraient sur eux un peu un attentat qui ressemblerait, d'après ce que j'ai compris, à celui qui a eu lieu aux États-Unis sur les gens qui écoutaient de la country, là, les gens qui votent Trump, qui étaient dans une espèce de parc, et eux, le tireur était au 31e étage, ou je sais plus, il tirait sur eux. Je me souviens plus, mais vous connaissez mieux. C'est l'attentat il y a 6-7 mois, fait par un WASP qui se serait converti à l'islam, on ne sait même pas trop. Peu importe qu'ils ont mis en avant, mais l'attentat a bien eu lieu et il y a eu beaucoup de morts. Et Trump, c'était même avant l'élection de Trump, c'est plus vieux. Et Trump a peut-être été élu grâce à ça d'ailleurs. C'était avant les élections. Parce que là, il y a eu beaucoup, peut-être c'était fait exprès pour ça d'ailleurs. Et donc, quelque chose du même style que ça, après certains. Voilà, et là, il y aurait un certain nombre de morts et après, les Gilets jaunes, ça serait calmé. Et il pourrait reprendre son cycle tranquille.